Elle frappa à la porte d'un immense manoir en vendant des oranges pour aider sa maman malade. Mais quand elle entra et aperçut une photo encadrée de sa mère accrochée au mur, tout bascula. « Pourquoi y a-t-il une photo de ma maman chez vous » demanda-t-elle au milliardaire propriétaire. Et ce qu'il répondit ensuite les laissa tous les deux sous le choc. Bonjour les amis, bienvenue dans notre histoire. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous nous regardez. New York, Londres, peut-être l'Afrique du Sud ou la Jamaïque. On veut savoir. Le soleil brûlait fort au-dessus de Marie, tandis qu'elle marchait lentement dans le quartier des riches, un lourd sac plastique rempli d'oranges à la main. Elle n'avait que 9 ans, mais elle avançait avec le poids de quelqu'un de bien plus âgé. Ses pieds lui faisaient mal à force de marcher pendant des heures, et son estomac était vide depuis le matin. Elle ne se plaignait pas. Chaque pas était pour sa mère, alitée à la maison, trop malade pour travailler et qui avait besoin de médicaments qu'elle ne pouvait pas se permettre. Vendre des oranges, c'était tout ce que Marie pouvait faire. Elle passait de maison en maison, frappant aux grandes portes, espérant que quelqu'un achèterait. La plupart l'ignoraient, quelques-uns disaient non et refermaient la porte sans un regard. Elle ne se décourageait pas. Sa mère lui avait toujours dit de rester forte et de ne jamais abandonner. Puis elle vit la plus grande grille qu'elle ait jamais vue. Derrière se dressait un immense manoir aux murs blancs et aux hautes fenêtres, entouré de fleurs et d'arbres magnifiques. Elle s'arrêta, émerveillée. La maison ressemblait à un palais de contes de fées. Mais il y avait aussi quelque chose de triste. C'était trop calme, comme si personne n'y vivait vraiment. Marie prit une grande inspiration et s'approcha de la grille. Elle appuya sur le petit bouton du mur. Quelques secondes passèrent, elle crut que personne n'était là, puis un grésillement sortit de l'interphone. « Qui est-ce » demanda une voix grave. Marie se racla la gorge. « Bonjour monsieur, je m'appelle Marie, je vends des oranges, vous voulez en acheter? Elles sont très fraîches et très sucrées. » Un long silence. Marie attendait, le cœur battant. Elle allait repartir quand la voix reprit. « Combien » Le visage de Marie s'illumina d'espoir. « 5 oranges pour 2 $, monsieur, ou 10 pour 3 $, c'est vraiment un bon prix. » Un nouveau silence, puis « Attends là. » Marie patienta près de la grille, changeant son lourd sac de main. Ses bras étaient fatigués, sa gorge sèche, elle n'avait pas bu depuis des heures. Mais si cet homme achetait ses oranges, elle pourrait acheter les médicaments de sa mère aujourd'hui. Cette pensée lui donna la force de tenir. Après ce qui lui sembla une éternité, elle entendit des pas. La grille bourdonna et s'ouvrit lentement. Un homme grand se tenait devant elle. Il portait des vêtements chers, chemise blanche impeccable, pantalon noir parfaitement repassé. Ses chaussures brillaient, sa montre valait probablement plus que toute la maison de Marie. Son visage était beau mais fatigué, avec des yeux tristes qui semblaient porter un lourd fardeau. Quelques cheveux gris parsemaient sa chevelure, bien qu'ils ne paraissent pas si vieux. C'était Marcus. Marie ne connaissait pas encore son nom. Il baissa les yeux sur la petite fille en uniforme scolaire usé et chaussures sales. Pendant un instant, quelque chose d'étrange passa dans son regard. Surprise, peut-être confusion. « Entre » dit-il doucement. Marie hésita. Sa mère lui avait toujours interdit d'entrer chez des inconnus, mais cet homme n'avait pas l'air dangereux. Il avait l'air seul et très très triste. « C'est bon » ajouta Marcus en voyant son inquiétude. « Je vais tout acheter. Tu peux rester juste là près de la grille si tu as peur. » Tout ? Les yeux de Marie s'écarquillèrent. Elle avait 20 oranges dans son sac. Ça faisait 6 $, plus qu'elle ne gagnait habituellement en 3 jours. « Oui, tout. » Marcus sortit son portefeuille, puis s'arrêta et l'observa plus attentivement. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» Le ventre de Marie gronda bruyamment à sa place. Elle sentit ses joues rougir et baissa les yeux. Le visage fatigué de Marcus s'adoucit. « Viens à l'intérieur, je vais te donner quelque chose à manger d'abord, ensuite je te paierai les oranges. » Marie savait qu'elle n'aurait pas dû, mais elle avait tellement faim que ça faisait mal. Et la voix de l'homme était douce, même si ses yeux étaient tristes. Elle hocha lentement la tête et le suivit. Le jardin était encore plus beau de près, roses rouges, lys blancs, fleurs violettes dont elle ignorait le nom. Un chemin de pierre lisse menait à la porte d'entrée. Tout était parfait, comme dans un magazine. Mais ça semblait vide, comme un jardin sans enfants qui jouent. Marcus ouvrit la grande porte et Marie entra. Elle resta bouche bée. Le manoir était immense.
Le plafond était si haut qu'elle dut renverser la tête pour le voir. Sol en marbre, lustres en cristal, meubles moelleux sur lesquels personne ne semblait jamais s'asseoir. De grands tableaux dans des cadres dorés. Mais la maison était froide, pas froide comme la glace, froide comme la solitude. Pas de bruit de cuisine, pas de voix, pas de rire, pas de musique. Juste un silence qui faisait un peu peur à Marie. « Attends ici », dit Marcus en désignant un fauteuil près de l'entrée. « Je t'apporte à manger. » Marie s'assit avec précaution, de peur de salir le fauteuil avec son vieil uniforme. Ses yeux balayaient la pièce. Voilà à quoi ressemblait la richesse. Cet homme avait un manoir, de belles choses, probablement plus d'argent qu'il n'en faudrait jamais. Mais pourquoi avait-il l'air si triste? Pourquoi sa maison semblait-elle si vide? C'est alors qu'elle la vit. Sur une petite table en bois près de l'escalier, il y avait une photo dans un magnifique cadre doré. Le cadre brillait, mais la photo était un peu vieille et fanée. Marie se leva doucement et s'approcha. Son cœur battait de plus en plus fort. Elle prit le cadre à 2 mains tremblantes. La femme sur la photo était plus jeune, en bien meilleure santé que dans ses souvenirs. Elle portait une jolie robe bleue et riait à l'objectif. Ses cheveux longs et noirs cascadaient sur ses épaules. Son sourire était éclatant, plein de joie. Le genre de sourire que Marie n'avait pas vu sur le visage de sa mère depuis très longtemps. Mais Marie connaissait ce visage. Elle le voyait tous les jours. Même si la femme avait l'air si différente, si heureuse, si pleine de vie, Marie savait exactement de qui il s'agissait. C'était sa mère, c'était Clara. Les mains de Marie tremblaient alors qu'elle serrait le cadre plus fort. Des milliers de questions tourbillonnaient dans sa tête. Pourquoi la photo de sa maman était-elle chez cet inconnu riche? Sa mère n'avait jamais parlé de connaître des gens riches. En réalité, elle ne parlait jamais de sa vie d'avant la naissance de Marie. Quand Marie posait des questions sur son père ou sur le passé, sa mère se fermait, les yeux pleins de tristesse, et changeait rapidement de sujet. Marie restait figée, incapable de détacher ses yeux de la photo. Elle entendit des pas derrière elle et se retourna brusquement. Marcus revenait avec un plateau, des sandwichs, des biscuits et un grand verre de jus bien frais. Mais quand il vit ce que Marie tenait, il s'arrêta net. Le plateau trembla dans ses mains. Son visage devint blanc comme un linge. Ses yeux passaient de la photo au visage de Marie, puis revenaient à la photo. Pendant un long moment, personne ne parla. Le silence de la grande maison devint encore plus lourd. « C'est ma maman », murmura Marie, la voix à peine audible. Elle leva le cadre pour qu'il voie mieux, même s'il le fixait déjà. « Pourquoi y a-t-il une photo de ma maman chez vous ?» Marcus ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il avait l'air d'avoir reçu la nouvelle la plus bouleversante du monde. Le plateau tremblait de plus en plus, le jus ondigeait dans le verre. Il le posa lentement sur une table, comme s'il craignait de s'effondrer. Puis il se tourna vers Marie, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Ta mère ?» Sa voix se brisa. « Comment s'appelle-t-elle ?»« Clara », répondit Marie. « Elle s'appelle Clara. » Marcus recula d'un pas, la main contre le mur pour se retenir. Sa respiration était rapide et saccadée. Il observa le visage de Marie plus attentivement, ses yeux, son nez, la forme de son visage, comme s'il cherchait quelque chose. « Clara », répéta-t-il, et le nom sonna comme une prière et une question à la fois. « Clara est ta mère ?» Marie hocha la tête, de plus en plus perdue face à la réaction étrange de l'homme. « Monsieur, ça va ?» demanda-t-elle inquiète. « Vous la connaissez ?» Marcus passa une main tremblante dans ses cheveux. « Si je la connais ?» murmura-t-il, plus pour lui-même. « Oui, je l'ai connue, il y a très longtemps. » Il leva les yeux vers Marie, brillant de larmes. « Tu as quel âge ?»« 9 ans, monsieur, j'aurai 10 ans dans 3 mois. » Marcus ferma les yeux et inspira profondément, le corps secoué. Marie n'avait jamais vu un adulte aussi bouleversé. Ça lui faisait un peu peur. « Où est ta mère en ce moment ?» demanda-t-il en rouvrant les yeux, la voix désespérée. « Où est Clara ?»« Chez nous, monsieur, dans notre appartement. Elle est très malade. C'est pour ça que je vends des oranges, pour lui acheter ses médicaments. » Les yeux de Marie s'embuèrent en pensant à sa mère allongée sur le mince matelas, toussant, faible. « Le docteur dit qu'il faut 30 $ de médicaments. J'essaie d'économiser. »« Emmène-moi la voir, » coupa Marcus en se levant d'un bond. « S'il te plaît, emmène-moi voir ta mère tout de suite. » Marie recula, surprise par l'urgence dans sa voix. « Mais
Mais je ne comprends pas. Pourquoi vous avez sa photo? Comment vous connaissez ma maman? Marcus regarda la petite fille qui serrait le cadre comme un trésor. Il voyait Clara en elle, les mêmes yeux, la même expression douce, la même façon de pencher la tête quand elle était perdue. Son cœur battait si fort qu'il croyait qu'il allait exploser. « Marie, dit-il en essayant de garder une voix calme malgré les tremblements, il faut que je te pose une question très importante. Est-ce que tu as un papa ?» Le visage de Marie s'assombrit. C'était la question qu'elle détestait le plus au monde, celle qui faisait rire les autres enfants à l'école, celle qui la faisait se sentir différente. « Non, monsieur, » répondit-elle doucement en regardant ses chaussures usées. « Je n'ai pas de papa. Il n'y a que maman et moi. Ça a toujours été que maman et moi. » Quelque chose se brisa en Marcus. Un son rauque sortit de sa gorge, presque un sanglot. Il cacha son visage dans ses mains un instant, essayant de contenir l'émotion. Quand il releva les yeux, ils étaient rouges et pleins de larmes. « Marie, dit-il d'une voix chargée d'émotion, je crois que je sais pourquoi ta mère ne t'a jamais parlé de ton père et pourquoi elle a dû t'élever seule. » Il s'arrêtait, cherchant ses mots. « Mais il faut que je la voie, il faut que je lui parle. Il y a des choses d'il y a très longtemps qu'il faut expliquer. » Marie était complètement perdue. Rien n'avait de sens. Pourquoi cet inconnu riche pleurait-il? Pourquoi se souciait-il autant de sa mère? Et qu'est-ce qu'il voulait dire par « savoir pourquoi elle m'a élevé seule » ? « Je ne comprends pas » murmura Marie, la voix tremblante de peur. Marcus s'agenouilla pour être à sa hauteur. De près, elle vit les larmes couler sur ses joues. Cet homme puissant et riche pleurait vraiment, et Marie ne savait plus quoi faire. « Je sais que tu ne comprends pas, » dit-il doucement, « et je sais que tout ça est très confusant et peut-être un peu effrayant. Mais fais-moi confiance, s'il te plaît. Je ne vous ferai jamais de mal, ni à toi ni à ta mère. J'ai besoin de la voir. Je la cherche depuis tant d'années et... » Sa voix se brisa. « Et maintenant, c'est toi qui m'as trouvé. »« Vous cherchiez ma maman ?» demanda Marie, les yeux écarquillés. « Oui, » chuchota Marcus. « Pendant 10 ans, je l'ai cherchée. » Le cerveau de Marie tournait à toute vitesse. 10 ans. Elle avait 9 ans. Ça voulait dire qu'il la cherchait depuis avant sa naissance, ou peut-être juste après. Une pensée commença à se former dans sa petite tête. Une pensée si énorme, si effrayante et si impossible qu'elle n'osait presque pas la formuler. Mais une fois qu'elle était là, elle ne voulait plus partir. « Monsieur, » dit-elle lentement, la voix tremblante, « pourquoi vous cherchez ma maman depuis 10 ans ?» Marcus la regarda longuement. Il avait envie de lui dire la vérité tout de suite, là, maintenant. Il voulait prononcer les mots qui lui brûlaient le cœur, mais il ne pouvait pas. Pas encore. Pas tant qu'il n'aurait pas parlé à Clara. Pas tant qu'il ne comprendrait pas ce qui s'était réellement passé toutes ces années plus tôt. « C'est une chose dont je dois d'abord parler à ta mère, » répondit-il doucement. « Mais Marie, je te le promets, quoi qu'il arrive, tout va s'arranger, mieux que s'arranger. » Il se releva et ressortit son portefeuille. Cette fois, il en tira plusieurs billets et les tendit à Marie. Elle baissa les yeux et resta bouche bée. 5 billets de $20. 100 $. C'est trop, dit Marie en essayant de lui rendre l'argent. Les oranges ne coûtent que 6 $ et vous m'avez déjà donné pour les médicaments de maman. Garde-les, répondit Marcus avec fermeté mais gentillesse. Pour les médicaments de ta mère, pour à manger et pour tout ce dont vous avez besoin toutes les deux. Il s'arrêta, la regarda avec une intensité qui fit battre le cœur de Marie plus vite. « Et Marie, dis à ta mère que Marcus veut la voir. Dis-lui que je sais maintenant qu'elle est en vie et que je ne suis pas en colère. Dis-lui que je veux juste parler. »« Marcus, » répéta Marie, « c'est votre nom ?»« Oui. » L'esprit de Marie tournait encore plus vite. Elle baissa les yeux sur la photo qu'elle tenait toujours. « Est-ce que vous aimiez ma maman ?» Le visage de Marcus se décomposa. Une larme coula sur sa joue. Il ne chercha même pas à l'essuyer. « Oui, » répondit-il simplement. « Je l'aimais plus que tout au monde, et je n'ai jamais cessé. » Marie ne savait plus quoi dire. Elle avait 1000 questions, mais soudain, elle n'avait plus qu'une envie, rentrer et tout raconter à sa mère. « Il faut que j'y aille, » dit-elle. « Il faut que je rentre prévenir maman. »« Attends. » Marcus alla jusqu'à un petit bureau dans le coin, griffonna quelque chose sur une feuille.
Voici mon numéro de téléphone et mon adresse, même si tu sais déjà où j'habite. Dis à ta mère de m'appeler, ou, si elle ne veut pas, ramène-la ici. Ou alors, il hésita, inquiet, dis-moi où vous habitez et je viendrai moi-même, comme elle se sentira le plus en sécurité. Marie prit le papier avec précaution, le plia et le glissa dans sa poche avec l'argent. On habite dans les vieux immeubles de la 7e rue, dit-elle. Immeuble C, appartement 12. Mais c'est tout petit et pas beau comme ici. Ça m'est égal, répondit aussitôt Marcus. Je veux juste la voir. Marie hocha la tête. Elle reposa délicatement la photo sur la table, ramassa son sac vide. Les sandwichs et le jus étaient oubliés. Plus personne ne pensait à manger. Marcus la raccompagna jusqu'à la porte, puis s'arrêta. « Marie, une dernière question. Est-ce que ta mère, est-ce qu'elle parle parfois du passé, de quelqu'un qu'elle a connu ?» Marie secoua la tête. « Non, monsieur, quand je lui pose des questions sur avant ou sur mon papa, elle devient très triste et se tait. Elle dit toujours que le passé, c'est le passé, et qu'il faut vivre aujourd'hui. » Marcus hocha lentement la tête, la mâchoire serrée. « Je vois. Mais parfois, continua Mary, la nuit, quand elle croit que je dors, je l'entends pleurer, et parfois, elle murmure un nom. Je crois que c'est Marcus. » Les jambes de Marcus fléchirent. Il se rattrapa au chambranle de la porte. « Elle dit mon nom ?» demanda-t-il dans un souffle. « Oui, elle a l'air si triste quand elle le dit, comme si ça lui faisait mal. » Pendant un instant, Marcus fut incapable de parler, de respirer, de penser. Clara prononçait son nom toutes ces années. Elle ne l'avait pas oublié. Elle pensait encore à lui malgré tout ce qui s'était passé. « Vas-y, finit-il par dire, rentre chez ta mère, achète-lui ses médicaments, et s'il te plaît, dis-lui que j'ai besoin de la voir. » Mary hocha la tête et franchit la porte. Mais avant de partir, elle se retourna une dernière fois. « Monsieur, enfin, Marcus, dit-elle, est-ce que vous êtes mon papa ?» La question resta suspendue entre eux, fragile comme une boule de verre prête à se briser. Marcus regarda cette petite fille courageuse et adorable qui était entrée dans sa vie en vendant des oranges, et son cœur se brisa et se répara en même temps. « Je n'en suis pas encore certain, répondit-il honnêtement. Mais Mary, je crois que oui. Et si c'est le cas... » Sa voix se brisa. « Si c'est le cas, je suis tellement désolé de ne pas avoir été là. Désolé que tu aies grandi sans père. Désolé que ta mère ait dû se battre seule. Parce que si j'avais su que tu existais, rien au monde n'aurait pu m'empêcher de vous retrouver. » Des larmes coulaient maintenant sur les joues de Mary. Elle ne comprenait pas tout, mais elle comprenait l'essentiel. Cet homme avait aimé sa mère. Quelque chose avait mal tourné il y a longtemps. Et peut-être que ses prières pour avoir une vraie famille allaient enfin être exaucées. « Je vais tout dire à maman, » murmura-t-elle. « Je lui dirai tout. » Puis elle se retourna et courut le long du chemin, à travers le jardin, franchit la grille. Elle courut jusqu'à la maison, le cœur battant, l'argent serré dans sa main et une espérance qu'elle n'avait jamais connue grandissant dans sa poitrine. Mary traversa les rues en courant, son sac vide rebondissant contre sa hanche. Elle ne sentait plus la fatigue, ni le soleil brûlant, ni ses pieds endoloris. Elle ne pensait qu'à une chose, rentrer voir sa mère. Quand elle arriva enfin devant le vieil immeuble de la 7e rue, elle grimpa les escaliers 4 à 4. L'immeuble tombait en ruine, peinture écaillée, marches qui grinçaient, odeur d'humidité permanente. Mais c'était chez elle. Elle arriva devant l'appartement 12 et poussa la porte. Elle n'était jamais fermée à clé, elle n'avait rien à voler. « Maman !» cria Mary, essoufflée d'avoir couru. « Maman, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé !» L'appartement n'était qu'une seule petite pièce avec une minuscule salle de bain dans le coin. Un matelas fin par terre où elles dormaient toutes les deux, une table avec 2 chaises et une plaque chauffante pour cuisiner. Les murs étaient tachés et fissurés. La fenêtre unique avait un loquet cassé. Clara était allongée sur le matelas, recouverte de leur unique couverture malgré la chaleur. En entendant la voix de Marie, elle tenta de se redresser, mais le mouvement déclencha une quinte de toux profonde et douloureuse. « Mary, » dit Clara faiblement quand la toux se calma. « Tu rentres tôt. Il s'est passé quelque chose ?» Marie s'agenouilla près de sa mère et sortit l'argent de sa poche. « Maman, regarde, un monsieur a acheté toutes mes oranges et il m'a donné ça, 100 $. On va pouvoir acheter tes médicaments et il restera encore pour manger. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent devant les billets. « Quoi? Mary, c'est trop d'argent. Tu ne les as pas volés, dis ?»
Non, maman, je te jure, un homme riche qui habite un immense manoir me les a donnés. Il était tellement gentil. » Puis Marie s'arrêta net en repensant à la photo. Son excitation retomba, remplacée par la confusion et 1000 questions. Clara vit le changement sur le visage de sa fille. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Marie inspira profondément. « Maman, l'homme s'appelle Marcus. » Toute couleur quitta instantanément le visage de Clara. On aurait dit qu'elle venait de recevoir la foudre. Sa main se plaqua sur sa bouche, ses yeux s'écarquillaient de choc et de terreur. « Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire ?» murmura-t-elle. « Il s'appelle Marcus, » répéta Marie. « Et maman, il avait ta photo chez lui. Une photo de toi plus jeune, où tu souris dans une robe bleue. » Clara se mit à trembler. Pas de fièvre, pas de maladie, de pure terreur. Elle attrapa les bras de Marie avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi faible. « Mary, écoute-moi très attentivement, » dit-elle d'une voix urgente et effrayée. « Qu'est-ce que tu lui as raconté? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a fait mal ?»« Non, maman, il a été gentil. Il a pleuré quand je lui ai dit que tu étais ma mère. Il a dit qu'il te cherchait depuis 10 ans. Maman, qu'est-ce qui se passe? Comment tu le connais ?» Clara lâcha Marie et cacha son visage dans ses mains. Tout son corps tremblait. « Oh non, » gémit-elle. « Oh non, 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 ça ne peut pas arriver. Il nous a retrouvés. Après tout ce temps, il nous a retrouvés. »« Maman, tu me fais peur, » dit Marie, les larmes aux yeux. « Pourquoi tu as peur comme ça? Marcus avait l'air gentil. Il nous a donné de l'argent. Il veut aider. »« Tu ne comprends pas. » Clara éclata en sanglots, puis fut prise d'une nouvelle quinte de toux, encore plus forte et plus longue. Quand elle s'arrêta enfin, des larmes coulaient sur son visage. « Mary, il faut partir. On doit faire nos sacs avec ce qu'on peut porter et quitter cette ville ce soir. »« Quoi? Pourquoi ?» Marie était complètement perdue. « Maman, je ne comprends rien. Pourquoi on doit fuir ?» Clara tenta de se lever, mais ses forces la trahirent. Elle retomba sur le matelas, haletante. Parce que sa famille ne nous laissera jamais ensemble, parce qu'ils vont essayer de t'arracher à moi, parce que... Elle s'effondra en pleurs. Parce que je te cache de lui depuis 9 ans, et que maintenant qu'il sait que tu existes, tout ce que j'ai fait pour nous protéger ne servira peut-être plus à rien. Mary s'assit près de sa mère, l'esprit en vrac. Nous protéger? Nous protéger de quoi? De qui? Clara regarda le visage innocent et perdu de sa fille, et comprit qu'elle coudait plus fuir. Elle était trop malade, trop faible, trop épuisée. Et peut-être qu'il était temps que la vérité éclate enfin. Elle portait ce secret depuis si longtemps qu'il la rongeait comme une maladie. « Mary, » dit Clara doucement en essuyant ses larmes, « il faut que je te dise quelque chose que j'aurais dû te dire il y a très longtemps, mais j'avais trop peur. » Mary prit la main de sa mère et la serra fort. « Quoi, maman ?» Clara inspira difficilement. « Marcus est ton père. » Même si Mary s'en doutait, même si une partie d'elle le savait depuis l'instant où Marcus avait commencé à pleurer, entendre les mots à voix haute les rendit réels d'une façon qui lui coupa le souffle. « C'est mon papa, » murmura Mary. « Vraiment ?»« Oui, » répondit Clara, les larmes coulant librement. « C'est ton père, Mary, et je l'aimais. Je l'aimais tellement que ça faisait mal. Il était doux, gentil, bon, tout en lui était merveilleux. » « Alors pourquoi tu es partie ?» demanda Mary, la voix brisée. « Pourquoi tu ne lui as jamais parlé de moi? Pourquoi on a vécu comme ça, alors qu'il a tellement d'argent et qu'il aurait pu nous aider ?» Le visage de Clara se déforma sous la douleur et le regret. « Parce que je n'avais pas le choix, dit-elle. Parce que sa mère, ta grand-mère, c'est une femme puissante et terrible qui trouvait que je n'étais pas assez bien pour son fils. Quand elle a appris que j'étais enceinte de toi, elle a dit que cette grossesse n'était pas pour moi et elle m'a menacée. »« Menacée? Comment ?» Clara ferma les yeux, revivant cette nuit horrible d'il y a 10 ans. Elle est venue me voir au milieu de la nuit avec 2 hommes costauds. Elle m'a dit que si je ne disparaissais pas pour toujours et que je ne recontactais jamais Marcus, elle ferait en sorte que j'aille en prison. Elle m'a dit qu'elle m'accuserait d'avoir volé leur famille et qu'avec son argent et son pouvoir, elle pouvait me faire enfermer pour toujours. Elle a dit que Marcus ne me croirait jamais plutôt que sa propre mère. Les yeux de Marie s'emplirent de larmes. « C'est horrible. » Elle m'a donné 1000 $ et m'a ordonné de quitter la ville immédiatement, poursuivit Clara. Elle a dit que si j'essayais un jour de recontacter Marcus ou de lui parler du bébé, elle me détruirait.
Et Marie, j'avais tellement peur. Je n'avais que 20 ans, j'étais enceinte, sans famille, sans argent. Je ne savais pas quoi faire. Mais pourquoi tu n'as pas dit la vérité à papa? Je veux dire à Marcus. Pourquoi tu ne l'as pas laissé t'aider? Parce que j'ai essayé, sanglota Clara. Je l'ai appelé le lendemain depuis la gare routière. Je voulais tout lui raconter, mais c'est sa mère qui a décroché. Elle m'a dit que Marcus ne voulait plus jamais me voir, qu'il savait que je n'étais là que pour son argent et que si je rappelais, elle me ferait arrêter. Puis elle a raccroché. Clara serra plus fort la main de Marie. Je ne savais pas si c'était vrai ou si elle mentait, mais j'étais si jeune, si terrifiée. Alors je suis montée dans ce bus et je suis partie. Je suis allée dans une autre ville et je t'ai eue toute seule. Je t'ai appelée Marie parce que ça veut dire bien-aimée, et tu étais la chose la plus aimée de ma vie. Maman, Marie pleurait maintenant aussi. Je me disais que je te protégeais, dit Clara. Je me disais que tu valais mieux sans connaître un père qui, soi-disant, ne voulait pas de toi. Mais la vérité, c'est que j'ai été lâche. J'aurais dû me battre plus fort. J'aurais dû trouver un moyen de dire la vérité à Marcus. Au lieu de ça, j'ai fui et j'ai continué à fuir. Elle regarda autour d'elle leur minuscule appartement délabré. Et regarde où ma peur nous a menés. Tu vends des oranges dans la rue pour m'acheter des médicaments parce que je suis trop malade pour travailler. Voilà ce que ma peur nous a fait. Marie se jeta au cou de sa mère et la serra très fort. Elles pleurèrent ensemble toutes les années perdues, la misère, les galères, la famille qu'elles auraient dû former et qui n'avait jamais existé. Au bout d'un long moment, Marie recula et regarda sa mère avec une détermination farouche dans ses yeux d'enfant. « Maman, Marcus ne savait pas. Il ne savait pas que j'existais. Sa mère vous a menti à tous les deux. » « Je sais, murmura Clara. Je m'en rends compte maintenant. Mais Marie, sa mère est toujours en vie. Elle a encore tout ce pouvoir. Marcus ne la laissera pas nous faire du mal, coupa Mary. Maman, tu aurais dû voir son visage. Quand il a su pour toi, pour moi, il a pleuré pour de vrai. Il a dit qu'il te cherchait depuis 10 ans. Il a dit qu'il n'avait jamais cessé de t'aimer. Clara retint son souffle. Il a dit ça ? Oui, et il m'a donné son numéro. Il veut te voir, il veut parler. Marie sortit le papier que Marcus lui avait donné. Il a dit de te dire qu'il n'est pas en colère. Il veut juste comprendre ce qu'il s'est passé. Clara prit le papier d'une main tremblante. Elle fixa les chiffres écrits de l'écriture de Marcus, une écriture qu'elle reconnaissait même après tant d'années. « Je ne sais pas si je pourrais le regarder en face », chuchota-t-elle. « Comment expliquer que je lui ai caché sa fille pendant 9 ans ? Comment lui demander de me pardonner ? De la même façon qu'il te demande de lui pardonner de ne pas vous avoir retrouvé plus tôt, répondit Marie avec une sagesse bien trop grande pour son âge. Maman, tu as eu peur, tu as fait une erreur, mais c'était pour me protéger. Et maintenant on peut peut-être enfin être une vraie famille. Clara regarda sa fille, cette petite fille courageuse, forte et magnifique, qui avait grandi sans père à cause de décisions prises par peur. Elle pensa à Marcus, à tout l'amour qu'elle lui portait encore. Elle pensa aux années de solitude et de galère. Et elle pensa à cette femme, la mère de Marcus, qui avait brisé leur vie. « Et si sa mère essayait encore de nous faire du mal ?» demanda-t-elle doucement. « Alors on lui fera face ensemble » répondit Marie. « Toi, moi et papa, en famille !» Le mot « papa » dans la bouche de Marie brisa et guérit le cœur de Clara en même temps. « Tu le veux vraiment dans ta vie ?» demanda Clara. « Même s'il n'a pas été là avant ?» « Il n'était pas là parce qu'il ne savait pas » répondit simplement Marie. « Mais maintenant, il sait. » « Et maman, on a besoin d'aide. Tu es malade, on n'a plus d'argent. Et j'en ai assez d'avoir peur et d'être seule. Toi aussi, tu en as assez, non ?» Clara était épuisée, tellement épuisée. Épuisée de fuir, épuisée de se cacher, épuisée d'avoir peur. Elle baissa les yeux sur le numéro dans sa main et prit une décision. « D'accord, » dit-elle doucement, « d'accord. Demain, quand je me sentirai un peu plus forte, on l'appellera. » « Pourquoi pas aujourd'hui ?» demanda Marie. « Parce que j'ai besoin de réfléchir à ce que je vais lui dire, et il faut que je prenne les médicaments que tu as achetés pour au moins pouvoir m'asseoir sans tousser. » Clara esquissa un faible sourire. « Je ne veux pas que la première fois que Marcus me revoie après 10 ans, je sois allongée sur ce matelas sale et que j'ai l'air d'un cadavre. » Marie rit à travers ses larmes. « D'accord, maman, demain alors. »
Elle aida sa mère à se rallonger, puis partit acheter les médicaments avec une partie de l'argent donné par Marcus. En allant à la pharmacie, l'esprit de Marie bouillonnait. Elle avait un papa, un vrai papa qui voulait la rencontrer, un papa qui cherchait sa maman depuis des années. Mais elle avait aussi une grand-mère, la mère de Marcus, qui avait l'air d'une personne horrible, une personne qui avait détruit le bonheur de ses parents et forcé sa mère à s'enfuir. Marie se demanda ce qui se passerait quand Marcus parlerait d'elles à sa mère. Est-ce que la vieille dame essayerait encore de leur faire du mal? Essayerait-elle d'éloigner Marcus d'elle? Marie n'avait pas les réponses, mais en rentrant avec les médicaments dans son sac, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Cette nuit-là, Marie ne parvint pas à dormir. Allongée sur le matelas à côté de sa mère, elle fixait le plafond fissuré. Elle repensait sans cesse au manoir de Marcus, à la photo, à la façon dont il avait pleuré quand elle lui avait parlé de sa mère. Elle repensait à toutes les nuits où elle avait souhaité avoir un papa, à toutes les fois où, à l'école, les autres enfants parlaient de leur père qui les emmenait au parc ou les aidait pour les devoirs, et où elle faisait semblant que ça ne lui faisait rien. À toutes les fois où elle avait demandé à sa mère « Pourquoi je n'ai pas de papa ?» et où sa mère s'était contentée de prendre un air triste et de changer de sujet. Maintenant, elle savait pourquoi. Et savoir rendait son cœur à la fois lourd et léger. À côté d'elle, Clara dormait d'un sommeil agité. Les médicaments avaient calmé la toux, mais elle se tournait sans cesse, marmonnant dans son sommeil. Une fois, Mary l'entendit murmurer « Marcus, je suis désolé, tellement désolé. » Mary prit la main de sa mère et la serra jusqu'à ce que Clara se calme. Quand le matin arriva, la lumière du soleil filtra par leurs fenêtres cassées. Mary se leva sans bruit et descendit acheter du pain et des œufs avec un peu de l'argent. Elle prépara le petit déjeuner sur la plaque chauffante. Chose rare, elle n'avait presque jamais assez pour ça. L'odeur de nourriture réveilla Clara. Elle se redressa lentement et Mary fut soulagée de voir que sa mère avait un peu meilleure mine. Les médicaments faisaient effet. « Tu as cuisiné ?» dit Clara, surprise. « Je voulais que tu manges quelque chose de bon avant. » Mary laissa sa phrase en suspens et jeta un regard au papier avec le numéro de Marcus posé sur la petite table comme une bombe prête à exploser. Clara suivit son regard, inspira profondément et, avant d'appeler, elles prirent leur petit déjeuner en silence, chacune perdue dans ses pensées sur ce qui allait suivre. Quand elles eurent fini, Clara prit le papier d'une main tremblante. « Il y a une cabine téléphonique en bas, dit Mary. J'ai des pièces. » Clara hocha la tête. Elle se leva, s'enroula dans la couverture comme dans un châle. Elle était encore faible et maigre, mais une détermination brillait désormais dans ses yeux. Elles descendirent ensemble. La cabine était dans le hall de l'immeuble, vieille et rayée, mais elle fonctionnait encore. Clara prit les pièces des mains de Mary et resta longtemps devant le téléphone, à le fixer. « Et s'il était en colère en entendant ma voix ?» murmura-t-elle. « Il ne le saura pas, » affirma Mary avec assurance. « Il m'a dit de te dire qu'il n'est pas en colère, il veut juste parler. » Clara hocha la tête et composa le numéro de ses doigts tremblants. Ça sonna une fois, 2 fois, 3 fois. Clara fut à 2 doigts de raccrocher. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Mais alors, la voix de Marcus retentit. Clara cessa de respirer. C'était lui. Après 10 ans de silence, après 10 ans où elle n'avait entendu sa voix que dans ses rêves, c'était vraiment lui. « Marcus, » murmura-t-elle, « c'est Clara. » Un silence total à l'autre bout du fil. Pendant un instant, Clara crut qu'il avait raccroché. Puis, elle l'entendit inspirer brusquement. « Clara, » dit-il, et sa voix débordait d'émotion, choc, joie, douleur, incrédulité, au point que les yeux de Clara s'emplirent de larmes. « Clara, c'est vraiment toi. »« Oui, » répondit-elle, les larmes coulant maintenant sur ses joues. « C'est moi. »« Où es-tu » demanda Marcus avec urgence. « Ça va? Mary m'a dit que tu es malade. Tu as besoin d'un médecin. Je peux envoyer. » « Marcus, s'il te plaît, » l'interrompit doucement Clara. « Je vais bien. Les médicaments aident. J'avais besoin de t'appeler. J'avais besoin de t'expliquer. »« Tu n'as rien à expliquer au téléphone, » répondit aussitôt Marcus. « S'il te plaît, laisse-moi venir te voir. Laisse-moi te voir de mes propres yeux. J'ai besoin de savoir que tu es réel, que ce n'est pas juste un rêve. » Clara ferma les yeux. Elle avait tellement envie de le revoir que ça faisait mal, mais elle avait aussi terriblement peur. « Marcus, il y a des choses que tu dois savoir, sur pourquoi je suis parti, sur ta mère. »« Je me fiche de tout ça pour l'instant, » répondit Marcus, la voix ferme mais douce. « Clara,
Pendant 10 ans, j'ai cru que tu étais parti parce que tu ne m'aimais plus. Pendant 10 ans, je me suis reproché de t'avoir fait quelque chose de mal. Et là, je découvre que tu étais en vie tout ce temps et que tu avais eu notre fille. » Sa voix se brisa. « Notre fille, Clara, on a une fille. » Clara sanglota ouvertement. « Je suis tellement désolée, tellement désolée. J'aurais dû trouver un moyen de te le dire. J'aurais dû être plus courageuse. J'aurais... » « Arrête, dit doucement Marcus. S'il te plaît, arrête de t'excuser. Dis-moi juste où tu es. Laisse-moi venir. » Clara lui donna l'adresse d'une voix à peine audible. « J'arrive dans 20 minutes, dit Marcus. Clara, merci d'avoir appelé. Merci de m'avoir donné cette chance. » Il raccrocha. Clara resta là, le combiné à la main, les larmes ruisselant sur son visage. Mary, qui était restée tout près pour essayer d'entendre, vint l'enlacer. « Il arrive, dit Clara, à la fois émerveillée et terrifiée. Il arrive vraiment. Tout va bien se passer, maman, murmura Mary. Je te le promets. » Elles remontèrent dans leur petite pièce. Clara regarda autour d'elle les murs qui s'écaillaient, le sol taché, le matelas unique, et une vague de honte la submergea. C'était là qu'elle avait élevé leur fille. Voilà où sa peur les avait conduites. Elle tenta de ranger un peu, mais il n'y avait presque rien à ranger. Elle lissa la couverture sur le matelas et poussa leurs rares affaires dans un coin. Puis elle se regarda dans le petit miroir fissuré accroché au mur. Elle était si différente de la jeune femme sur la photo chez Marcus. Son visage était plus maigre, marqué par les rides de l'inquiétude et de la maladie. Ses cheveux, autrefois longs et brillants, étaient maintenant coupés courts et avaient perdu leur éclat. Ses yeux, qui pétillaient autrefois de joie, paraissaient fatigués et tristes. « Tu es toujours belle, maman, » dit Mary, devinant les pensées de sa mère. Clara essaya de sourire, mais n'y arriva pas vraiment. Elle était trop nerveuse. Elles attendirent. Les minutes semblaient des heures. Clara était assise sur une des chaises, les mains jointes sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Mary, assise sur le matelas, observait sa mère avec des yeux inquiets. Puis, elles entendirent des pas dans l'escalier, des pas rapides, pressés, qui se rapprochaient et résonnaient de plus en plus fort. Un coup frappé à la porte, les fit sursauter toutes les deux. Clara se leva, les jambes faibles. Elle regarda Mary, qui l'encouragea d'un signe de tête. Prenant une profonde inspiration, Clara alla ouvrir. Marcus se tenait sur le seuil. Il respirait fort, comme s'il avait couru dans les escaliers. Ses cheveux étaient en désordre, sa chemise chère toute froissée, et ses yeux étaient rouges, sûrement à cause des larmes, du manque de sommeil ou des deux. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement. 10 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. 10 ans de questions, de douleurs et de solitude. « Clara », murmura Marcus, et la façon dont il prononça son nom, avec tant de tendresse et tant de souffrance, brisa quelque chose en eux deux. Clara se remit à pleurer. « Je suis tellement désolée », sanglota-t-elle. « Marcus, je suis désolée pour tout. » Marcus entra dans la petite pièce et la prit dans ses bras. Clara enfouit son visage contre son torse et pleura, vraiment pleura, pour la première fois depuis des années. Toute la peur, toute la culpabilité, toute la solitude jaillirent d'un seul coup. « Chut !» murmura Marcus en la serrant fort. « Ça va, tu es là maintenant, tu es en sécurité, tout va s'arranger. » Mary regardait depuis l'autre côté de la pièce, les larmes coulant aussi sur ses joues. Elle n'avait jamais vu sa mère comme ça, si brisée et pourtant en train de se reconstruire en même temps. Au bout d'un temps qui parut interminable, Clara recula un peu et leva les yeux vers le visage de Marcus. « J'ai tellement de choses à t'expliquer. »« Je sais, » répondit doucement Marcus, « et je veux tout entendre. Mais d'abord... » Il tourna les yeux vers Mary, toujours assise sur le matelas, qui les regardait avec de grands yeux. Marcus lâcha lentement Clara et s'approcha de Mary. Il s'agenouilla devant elle pour être à sa hauteur. « Bonjour Mary, » dit-il doucement. « Bonjour, » répondit Mary timidement. Maintenant qu'il était là, maintenant que tout cela arrivait vraiment, elle ne savait plus quoi dire ni quoi faire. Les yeux de Marcus s'emplirent d'art en la regardant. Il tendit la main avec hésitation, puis effleura doucement sa joue, comme pour vérifier qu'elle était bien réelle. « Tu es tellement belle, » chuchota-t-il. « Tu as les yeux et le sourire de ta mère, et mon nez. » « Et ton nez ?» dit Mary pour essayer d'alléger l'atmosphère lourde. « Maman a toujours dit que j'avais un nez qui ne va pas avec le reste de mon visage. Maintenant, je sais d'où il vient. » Marcus rit, un rire mêlé de larmes et de joie. « Désolé pour le nez, » répondit-il, « c'est familial. »« Moi, je l'aime bien, » dit Mary. Puis, plus bas, «
J'aime bien avoir quelque chose de toi. Cette simple phrase acheva Marcus. Il attira Mary contre lui et la serra très fort, les épaules secouées de sanglots. « Je suis désolé de ne pas avoir été là, pleura-t-il. Désolé que tu aies grandi sans père. Désolé que tu aies dû vendre des oranges dans la rue. Désolé pour tout. Si j'avais su, si j'avais seulement soupçonné que tu existais, rien n'aurait pu m'empêcher de vous retrouver. Rien. » Mary le serra en retour, pleurant elle aussi. « Je sais, dit-elle. Je sais que tu ne savais pas. Ce n'est pas ta faute. » Clara les regardait, le cœur brisé et guéri à la fois. Elle avait eu si peur de cet instant, si peur que Marcus lui en veuille de lui avoir caché Mary. Mais en le voyant là, serrant leur fille et pleurant, elle comprit quelque chose. Marcus n'était pas en colère. Il avait juste le cœur brisé d'avoir manqué tant de choses. Au bout d'un moment, Marcus recula et s'essuya les yeux. Pour la première fois, il regarda vraiment la petite pièce autour de lui, prenant la mesure de la pauvreté et de la misère. « Vous viviez comme ça ?» demanda-t-il doucement, la douleur évidente dans sa voix. Clara sentit à nouveau la honte l'envahir. « On s'en sortait, répondit-elle. On savait l'une l'autre. » « Clara, dit Marcus en se levant et en se tournant vers elle, « pourquoi ? Pourquoi tu n'es pas revenue ? Pourquoi tu n'as pas essayé de me contacter après être partie ?» Clara inspira profondément. Il était temps de tout lui dire. « Parce que ta mère m'a menacée, répondit-elle calmement. Parce qu'elle m'a dit que si je ne disparaissais pas, elle me ferait arrêter pour vol. Parce qu'elle m'a dit que tu ne me croirais jamais plutôt qu'elle. » Le visage de Marcus devint blanc, puis rouge de colère. « Ma mère a fait ça ?» « Oui. » Clara lui raconta tout. Les hommes qui étaient venus avec sa mère au milieu de la nuit, les menaces, l'appel téléphonique où sa mère avait prétendu que Marcus ne voulait plus jamais la voir. À chaque mot, le visage de Marcus s'assombrissait davantage. Ses poings se serraient, sa mâchoire se crispait. « J'ai essayé de t'appeler le lendemain, continua Clara, la voix tremblante. Mais c'est ta mère qui a répondu. Elle m'a dit des choses horribles. Elle a dit que tu savais que je n'étais là que pour ton argent, que tu ne m'avais jamais vraiment aimé. Je ne savais plus quoi croire. J'étais jeune, terrorisée, enceinte, et je n'avais personne vers qui me tourner. » « Alors tu as fui, dit Marcus, la voix tendue de colère contenue, pas contre Clara, mais contre la situation, contre sa mère, contre les années perdues. « Oui, j'ai fui, et je n'ai jamais cessé de fuir, toujours terrifié, à l'idée que si je revenais, si j'essayais de te contacter, ta mère mette ses menaces à exécution. » Sa voix tomba à un murmure. « Je suis désolé, Marcus, j'aurais dû être plus courageuse, j'aurais dû me battre pour nous. » Marcus traversa la pièce et prit les deux mains de Clara dans les siennes. « Écoute-moi bien, dit-il en la regardant droit dans les yeux. Rien de tout ça n'est ta faute. Ma mère... » Il s'arrêta, luttant pour maîtriser ses émotions. « Ma mère est une femme autoritaire et manipulatrice, qui a toujours cru savoir ce qui était le mieux pour tout le monde. Mais elle a franchi une limite en te menaçant. Elle a commis un crime en te forçant à partir. »« Mais Marcus, c'est ta mère !»« Et toi, tu es la femme que j'aime, l'interrompit-il fermement. Et Mary est ma fille, ma famille, tu comprends ? Rien, ni ma mère, ni son argent, ni ses menaces, rien n'est plus important pour moi que vous deux. » Clara regarda Marcus, n'osant presque pas croire ce qu'elle entendait. « Tu m'aimes encore, après tout ça ?»« Je n'ai jamais cessé, » répondit simplement Marcus. « Pas un seul jour en 10 ans. Je t'ai cherché partout, Clara. J'ai engagé des détectives, j'ai fouillé toutes les villes. Je n'ai jamais abandonné l'espoir que tu sois quelque part et que toi aussi, tu m'aimes encore. »« Oui, » murmura Clara, « oui, je t'aime, je t'ai toujours aimé. » Ils restèrent là, les mains jointes, à se regarder avec des années de manque dans les yeux. Marie les observait, comme si elle assistait à quelque chose de sacré et de magnifique. Mais l'expression de Clara changea. La peur revint dans son regard. « Marcus, et ta mère, quand elle saura, elle ne vous fera plus jamais de mal, » affirma Marcus avec force, « je te le promets. Mais pour l'instant, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de te soigner correctement. » Il regarda le corps amaigri de Clara, son visage pâle, la façon dont elle se retenait qu'à la table pour ne pas vaciller. « Depuis combien de temps es-tu malade ? » « Quelques mois, avoua Clara. Ça a commencé par une simple toux, puis ça a empiré.
Je n'avais pas les moyens d'aller chez un bon médecin, alors je suis allé à la clinique gratuite. Ils m'ont donné des médicaments, mais ils ont dit qu'il fallait des examens et un traitement qui coûtait trop cher. La mâchoire de Marcus se crispa. Tu vas avoir tout ce qu'il te faut. On va à l'hôpital tout de suite. Marcus, les hôpitaux, c'est cher. Je me fiche de l'argent, répondit-il. Clara, l'argent ne signifie rien pour moi si tu n'es pas en bonne santé. Laisse-moi m'occuper de toi, laisse-moi m'occuper de vous deux, c'est tout ce que je veux. Clara regarda Marie, qui hocha la tête avec enthousiasme. « S'il te plaît, maman, allons-y, tu as besoin d'un vrai traitement. »« D'accord, » finit par accepter Clara. « D'accord. » Marcus jeta un regard autour de la petite pièce. « Vous avez des affaires à prendre ?» Clara faillit rire, un rire triste et fatigué. Tout ce qu'on possède rentre dans un seul sac. Le cœur de Marcus se brisa un peu plus. Il regarda Clara et Marie rassembler leurs maigres affaires. Quelques vêtements, une vieille peluche que Marie avait depuis bébé, une petite boîte avec quelques photos. C'était tout ce qu'elle possédait au monde. « Allons-y, » dit doucement Marcus. Il les conduisit en bas jusqu'à sa voiture garée dans la rue. Une voiture noire, élégante, qui détonnait complètement dans ce quartier délabré. Les gens regardaient tandis que Marcus ouvrait les portières pour Clara et Mary et les aidait à monter. Mary n'était jamais montée dans une voiture aussi belle. Les sièges étaient en cuir souple, tout était propre et brillant. Ça sentait le neuf. Elle passa la main sur le siège, émerveillée par cette différence avec les bus qu'elle prenait d'habitude avec sa mère. Marcus les emmena à l'hôpital général de la ville, le meilleur de la région. À l'arrivée, il ne passa pas par les urgences. Il se gara à une entrée privée et passa un coup de fil. Quelques minutes plus tard, une doctoresse sortit les accueillir, une femme aux cheveux gris et au regard doux. « Docteur Peterson, » dit Marcus, « merci de nous recevoir si vite. »« Bien sûr, monsieur Adams, » répondit la doctoresse. Puis elle se tourna vers Clara avec un regard professionnel et bienveillant. « Vous devez être Clara. Marcus m'a dit que vous étiez malade. Entrons, nous allons voir ce qui se passe. » Clara fut installée dans une chambre privée. Une belle chambre avec un vrai lit, des draps blancs impeccables et une fenêtre qui donnait sur un jardin. C'était la plus belle pièce dans laquelle elle était entrée depuis qu'elle avait quitté Marcus 10 ans plus tôt. Le docteur Peterson l'examina soigneusement. Questions sur les symptômes, écoute des poumons, prise des constances. Mary était assise dans un fauteuil au coin de la pièce, observant tout avec inquiétude. Marcus se tenait près de la fenêtre, les poings serrés, l'angoisse visible sur son visage. « Je vais demander plusieurs examens, » dit enfin la doctoresse. « Prise de sang, radio des poumons, peut-être un scanner. Il faut comprendre exactement ce qui provoque cette toux et cette faiblesse. En attendant, je vous mets sous perfusion pour vous réhydrater et vous apporter des nutriments. Vous êtes sérieusement déshydraté et dénutri. » Clara hocha faiblement la tête. Elle était déjà épuisée rien qu'à cause du trajet en voiture et de l'examen. Au cours des heures qui suivirent, Clara fut emmenée pour différents examens. Marcus resta avec Mary dans la chambre privée. Pour la première fois, ils eurent vraiment l'occasion de parler. « Tu as faim ?» demanda Marcus. Le ventre de Mary répondit par un gargouillis qui les fit sourire tous les deux. Marcus appela pour qu'on monte à manger. Pas de la nourriture d'hôpital, mais un vrai repas d'un bon restaurant du quartier. Quand le plateau arriva, les yeux de Mary s'écarquillèrent. Du poulet, du riz, des légumes, du pain frais et même une part de gâteau au chocolat en dessert. « Tout ça, c'est pour moi ?» demanda-t-elle. « Pour nous deux, » répondit Marcus. « Mange autant que tu veux. » Ils mangèrent ensemble et, petit à petit, Mary se détendit en présence de Marcus. Elle lui raconta sa vie, l'école, ses copines, la vente d'oranges tous les jours après les cours. Elle lui parla des enfants qui se moquaient d'elle parce qu'elle n'avait pas de père et des histoires qu'elle inventait pour se défendre. « Je leur disais que tu étais marin, » avoua-t-elle doucement, « que tu voyageais sur un grand bateau autour du monde. C'est pour ça que tu ne pouvais pas être là, mais que tu nous envoyais des lettres et que tu pensais à nous tout le temps. » Les yeux de Marcus s'emplirent à nouveau de larmes. « J'aurais tellement voulu t'envoyer ces lettres. J'aurais voulu savoir que je devais te chercher. Mais Mary, je te le promets, à partir de maintenant, je serai là. Je serai le père que tu aurais toujours dû avoir. »« Je te crois, » répondit simplement Mary. Quand Clara revint des examens, elle avait l'air épuisée, mais la perfusion commençait déjà à lui redonner un peu de couleur. Le docteur Peterson entra, l'air sérieux.
Clara, les examens montrent une grave infection respiratoire qui n'a pas été soignée assez tôt, expliqua-t-elle. Vous avez aussi une anémie et des signes de malnutrition. La bonne nouvelle, c'est que tout cela est soignable, mais il va falloir rester hospitalisé au moins 1 semaine, peut-être plus. Nous allons vous mettre sous antibiotiques puissants et vous redonner des forces. 1 semaine, dit Clara, inquiète. Le coût n'est pas un problème, coupa Marcus avec fermeté. Peu importe ce que ça coûte, peu importe ce dont tu as besoin, ça n'a aucune importance. Ta santé, voilà ce qui compte. Le docteur Peterson sourit. Monsieur Adams a déjà tout réglé. Concentrez-vous seulement sur votre guérison. Clara regarda Marcus, les yeux pleins de larmes. Tu as déjà tant fait. Et je ferai encore plus, répondit-il. Clara, laisse-moi t'aider. Laisse-moi rattraper les années où je n'étais pas là. Clara hocha la tête, trop émue et trop fatiguée pour discuter. Ce soir-là, quand Clara s'endormit enfin d'épuisement et des médicaments, Marcus emmena Mary dîner à la cafétéria de l'hôpital. Pendant le repas, il aborda quelque chose qui le préoccupait depuis le début de la journée. « Mary, dit-il prudemment, j'ai une question à te poser, et je veux que tu saches que, quelle que soit ta réponse, ça ne changera rien à ce que je ressens pour toi. » Mary le regarda, curieuse. « Ta mère m'a dit que j'étais ton père, continua Marcus, et je la crois, je n'ai aucun doute dans mon cœur. Mais pour des raisons légales, il nous faut peut-être une preuve officielle. Est-ce que tu accepterais de faire un test ADN ? C'est quoi ? Demanda Mary. C'est un test tout simple. On prélève un peu de ton ADN, souvent juste avec un coton-tige dans la bouche, et on le compare au mien. Ça prouve scientifiquement que je suis ton père. Ah, comme dans les émissions télé où il découvre qui est le papa. Marcus sourit malgré lui. Oui, un peu comme ça. Ça fait mal ? Pas du tout, ça prend quelques secondes. Marie réfléchit un instant. Pourquoi il faut une preuve ? Tu ne crois pas, maman ? Je crois ta maman à 100%, répondit aussi Marcus. Mais ma mère, ta grand-mère, va se battre. Elle va essayer de dire que tu n'es pas vraiment ma fille, que ta mère ment pour mon argent. Avec un test ADN, elle ne pourra rien dire. Le visage de Marie s'assombrit en entendant parler de la mère de Marcus. Elle a l'air vraiment méchante. Elle peut l'être, admit Marcus tristement. Mais Marie, je ne la laisserai jamais vous faire du mal, à toi ou à ta mère, je te le promets. Alors oui, dit Marie, je ferai le test. Si ça peut protéger maman, je le ferai. Marcus lui serra la main par-dessus la table. Merci, tu es très courageuse, tu sais. Marie sourit. Maman dit toujours que je tiens ça de mon père. Cette nuit-là, le docteur Peterson organisa le test ADN. Ce fut rapide et indolore, exactement comme Marcus l'avait promis. Une infirmière passa un coton-tige dans la bouche de Marie, puis dans celle de Marcus. Les échantillons furent envoyés à un laboratoire que Marcus connaissait et en qui il avait confiance. Les résultats seront là dans 3 jours, leur dit le docteur Peterson. Mais franchement, rien qu'en vous regardant tous les deux, on voit que vous êtes père et fille. Vous avez les mêmes yeux, le même sourire, et même la même façon de pencher la tête quand vous réfléchissez. Marcus sourit. Il avait remarqué ces ressemblances lui aussi. Cette nuit-là, Marcus ne voulut pas laisser Clara et Marie seules à l'hôpital. Il fit apporter un lit d'appoint dans la chambre pour que Marie puisse dormir là, et lui-même somnola dans le fauteuil près de la fenêtre, refusant d'être séparé d'elle. Au milieu de la nuit, Clara se réveilla. Les médicaments commençaient à faire effet. Elle avait l'esprit plus clair que depuis des mois. Elle regarda autour d'elle. Marie dormait paisiblement sur le lit d'appoint, bien au chaud sous une couverture. Puis elle vit Marcus dans le fauteuil, la tête renversée en arrière, endormi mais visiblement inconfortable. Tout doucement, pour ne réveiller personne, Clara murmura « Merci, mon Dieu, merci de me l'avoir ramené ». Les 3 jours suivants passèrent comme dans un rêve. Clara reprenait des forces chaque jour. Les antibiotiques combattaient l'infection, la bonne nourriture et le repos faisaient revenir des couleurs à son visage. Marie passait ses journées à l'hôpital, faisait ses devoirs dans la chambre de sa mère et apprenait à mieux connaître Marcus. Celui-ci ne les quittait presque pas. Il avait appelé son bureau pour annuler tous ses rendez-vous. Rien n'était plus important que d'être avec sa famille. Le 3e jour, le docteur Peterson entra dans la chambre avec une enveloppe. « Les résultats ADN sont là », dit-elle en l'attendant à Marcus. Tout le monde se tut. Marie se redressa sur le lit d'appoint. Clara serra la main de Marcus. Même s'ils savaient tous ce que le papier allait dire, le voir écrit noir sur blanc rendrait cela officiel, irréfutable. Marcus ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Il sortit la feuille et lut. Pendant un instant, il resta immobile, à fixer le papier.
Puis il leva les yeux vers Marie et son visage s'illumina du plus grand, du plus joyeux sourire qu'on ait jamais vu. 99,9% de correspondance, lut-il à voix haute, la gorge serrée par l'émotion. Marie, tu es ma fille, officiellement, scientifiquement, incontestablement ma fille. Marie sauta du lit et courut vers lui. Il la souleva dans ses bras et la fit tourner, tous les deux riant et pleurant en même temps. « J'ai un papa !» pleurait Marie. « Et moi j'ai une fille !» répondit Marcus en la serrant fort, « la plus merveilleuse des filles du monde entier. » Clara les regardait, les larmes coulant sur ses joues. Mais c'étaient des larmes de bonheur, de soulagement, d'espoir. Sa famille était enfin réunie. Marcus reposa Marie et alla s'asseoir au bord du lit de Clara. Il prit sa main et la baisa doucement. « Notre fille, murmura-t-il. On a une fille, Clara. »« Je sais, chuchota Clara. Je suis désolé que tu aies mis tant de temps à le savoir toi aussi. »« Le passé est le passé, répondit Marcus. Ce qui compte maintenant, c'est l'avenir, notre avenir ensemble. » Mais même dans cette joie, Marcus savait qu'il restait un énorme obstacle, sa mère. Elle ignorait encore tout de Clara et Marie. Et quand elle l'apprendrait, il y aurait une bataille. Sa mère avait contrôlé sa vie trop longtemps, avait pris trop de décisions à sa place, avait déjà détruit son bonheur une fois, mais plus jamais. Cette fois, Marcus était prêt à se battre. Le lendemain matin, Marcus se leva tôt. Il avait à peine dormi, l'esprit tourné vers ce qu'il devait faire. Clara et Marie dormaient encore paisiblement. Clara dans son lit d'hôpital, l'air plus en forme qu'elle ne l'avait été depuis des jours, et Marie roulée en boule sur le lit d'appoint, serrant sa vieille peluche. Marcus les regarda longuement, sentant sa détermination se renforcer. C'étaient les siens, sa famille, et il les protégerait coûte que coûte. Il sortit discrètement de la chambre et descendit dans le hall de l'hôpital. Dehors, le soleil se levait à peine, peignant le ciel en rose et or. Marcus sortit son téléphone et passa un appel. « Mère, dit-il quand elle décrocha, il faut que je te voie aujourd'hui, c'est important. » Sa mère, Catherine Adams, parut agacée d'être appelée si tôt. « Marcus, mon chéri, j'ai un brunch avec les dames du comité caritatif à 11h, ça ne peut pas attendre ?»« Non, répondit Marcus fermement, ça ne peut pas attendre. Annule ton brunch, je serai à la maison dans 1 heure. »« Marcus, vraiment, ce ton ?» 1 heure, mère, répéta Marcus avant de raccrocher sans lui laisser le temps de protester. Il remonta et trouva Clara réveillée. Elle lui sourit, mais le sourire s'effaça quand elle vit l'expression grave sur son visage. « Tu vas la voir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Ta mère ?» Marcus hocha la tête. « Il le faut. Elle doit savoir pour toi et Mary, et elle doit répondre de ce qu'elle a fait il y a 10 ans. » Clara porta la main à sa gorge nerveuse. « Marcus, peut-être qu'on devrait attendre. »« Plus d'attente, » répondit-il doucement mais fermement. Il s'assit au bord du lit et prit sa main. « Clara, j'ai laissé ma mère diriger ma vie trop longtemps. Elle a choisi mes écoles, ma carrière, elle a même essayé de choisir mes amis. Mais la seule chose que j'ai choisie moi-même, c'était toi. Je t'aimais, je voulais t'épouser. Et elle nous a volé ça à tous les deux. Et si elle... » « Elle ne peut plus vous faire de mal, » l'interrompit Marcus. « Je ne la laisserai pas. Clara, toi et Mary, vous allez être en sécurité, je te le promets. » Clara scruta son visage et y vit une détermination nouvelle. Ce n'était plus le jeune homme qu'elle avait connu 10 ans plus tôt, encore sous l'emprise de sa mère. C'était un homme plus fort, plus dur, plus sûr de lui. « D'accord, » murmura Clara. « Mais Marcus, fais attention, ta mère est très intelligente, très manipulatrice. » « Je sais, » répondit-il, « j'ai eu 10 ans pour le voir clairement. » Mary se réveilla à ce moment-là, frottant ses yeux encore ensommeillés. « Tu vas où » demanda-t-elle à Marcus. Il s'approcha et embrassa le haut de sa tête, un geste qui lui venait naturellement. « Je dois aller parler à quelqu'un, mais je reviens vite. Toi, reste ici et prends soin de maman. »« D'accord, » répondit Mary. Puis plus bas, « C'est elle, la méchante grand-mère ?» Marcus fut surpris. « Comment tu... » « Je vous ai entendu parler hier soir avec maman, » avoua Mary. « Je ne dormais pas vraiment. » Marcus s'agenouilla près du lit d'appoint pour être à sa hauteur. « Oui, je vais lui parler, et je vais m'assurer qu'elle comprenne qu'elle ne pourra plus jamais vous faire de mal, ni à toi, ni à ta mère. »« Et si elle essaie de nous enlever à toi ?» demanda Mary, la voix tremblante. «
Elle ne peut pas, affirma Marcus. Tu es ma fille. Le test ADN le prouve. Et ta mère est la femme que j'aime. Personne, ni ma mère, ni qui que ce soit, ne peut changer ça. Mary lui sauta au cou. Reviens vite, chuchota-t-elle. Promis, répondit Marcus. 1 heure plus tard, Marcus gara sa voiture devant la maison de sa mère. Un domaine immense de l'autre côté de la ville, encore plus grand que son propre manoir. C'était là qu'il avait grandi, dans cette maison froide et parfaite où tout devait être exactement comme il fallait, et où rien n'était jamais tout à fait assez bien. Il entra avec sa clé. La gouvernante, Madame Chen, parut surprise de le voir. « Monsieur Marcus, votre mère ne m'avait pas prévenu que vous veniez. Où est-elle » ? « Dans le petit salon du matin, monsieur, mais elle n'est pas de très bonne humeur. Elle a dû annuler son brunch. » Marcus n'attendit pas la suite. Il traversa les couloirs familiers, leurs tableaux hors de prix et leurs meubles anciens, jusqu'au petit salon où sa mère prenait toujours son petit déjeuner. Catherine Adams était assise à une petite table près de la fenêtre, élégante comme toujours, dans un tailleur de créateur, les cheveux gris impeccablement coiffés. Elle lisait le journal en buvant son café dans une tasse de porcelaine fine. Elle leva les yeux quand Marcus entra, l'air froid et légèrement agacé. « Marcus, j'espère que c'est important. J'ai dû décommander Madame Wellington. Tu sais comme elle peut être. »« C'est important, » répondit Marcus en fermant la porte derrière lui. Il ne s'assit pas. Il resta debout devant elle, les poings serrés. « Où étiez-vous le 15 mars, il y a 10 ans ?» Le visage de sa mère ne montra rien. « Le 15 mars, Marcus, il y a 10 ans, comment veux-tu que je me souvienne ?» « Vous vous souvenez, répondit-il froidement, c'était la nuit où Clara a disparu, la nuit où la femme que j'aimais s'est volatilisée sans laisser de traces. Et j'ai passé les 10 dernières années à me demander pourquoi. » Catherine posa sa tasse avec précaution. « Marcus, c'est encore à cause de cette fille, je croyais que tu avais tourné la page. » « Elle s'appelle Clara, la coupa Marcus, la voix qui montait. Et je n'ai jamais tourné la page, parce que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Mais vous le saviez, n'est-ce pas, mère? Vous l'avez toujours su. »« Je ne vois absolument pas de quoi tu parles, » répondit Catherine d'un ton glacial. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur d'inquiétude vite dissimulée. « Ne me mentez plus, » dit Marcus, « plus jamais. » Clara m'a tout raconté. Elle m'a dit comment vous êtes venu la voir avec vos hommes de main au milieu de la nuit, comment vous avez menacé de la faire arrêter pour des accusations inventées, comment vous lui avez donné de l'argent et ordonné de disparaître. Le visage de Catherine resta calme, mais ses doigts se crispèrent sur sa tasse. « Si cette Clara t'a raconté de telles sornettes ridicules, elle ne ment pas, » hurla Marcus, perdant enfin son sang-froid. « Je sais qu'elle ne ment pas, parce que c'est exactement le genre de choses que vous feriez. Vous avez contrôlé ma vie depuis que je suis né. Vous avez choisi mon école, mes amis, ma carrière. Vous avez manipulé, menacé, comploté pour que tout se passe selon votre plan. Mais Clara n'entrait pas dans votre plan, n'est-ce pas? C'était juste une fille ordinaire, pas assez riche, pas assez importante pour votre précieux fils. Elle était parfaitement inconvenante, lâcha Catherine, sa propre maîtrise craquant enfin. Une moins que rien, Marcus, une fille pauvre, sans famille, sans relation, sans avenir. Elle t'aurait tiré vers le bas, aurait tout ruiné ce que j'avais construit pour toi avec tant d'efforts. Voilà, dit Marcus, la voix tremblante de colère, enfin la vérité. Vous l'avez bel et bien menacée, vous l'avez chassée. Catherine se leva, les yeux étincelants. J'ai fait ce qu'il fallait pour te protéger. Tu étais jeune, stupide, ensorcelée par un joli visage. Tu aurais tout gâché pour elle. Je l'aimais, cria Marcus. Je l'aimais et vous avez tout détruit. Vous avez détruit nos 2 vies à cause de votre orgueil et de votre obsession du statut social. Je t'ai sauvé d'une terrible erreur, rétorqua Catherine. Cette fille t'aurait piégé, serait tombée enceinte exprès pour s'assurer un avenir. Elle est tombée enceinte, tonna Marcus. Le silence tomba dans la pièce, total. Catherine regarda son fils, le visage blême. « Quoi ?» « Clara était enceinte quand vous l'avez chassée, » dit Marcus, la voix maintenant froide et dure. « Elle portait mon enfant, ma fille, et à cause de ce que vous avez fait, je n'ai rien su. Pendant 9 ans, j'ai ignoré que j'avais une fille. » Catherine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Elle s'appelle Mary, » poursuivit Marcus. « Elle a 9 ans.
Elle est intelligente, courageuse, magnifique, et elle a vécu dans la misère, dans un appartement d'une seule pièce, à vendre des oranges dans la rue pour acheter des médicaments à sa mère malade. Ma fille, votre petite fille, a vécu comme ça à cause de vous, mère. Je ne savais pas, je pensais... Non, vous ne saviez pas, parce que vous vous en fichiez, coupa Marcus. Vous vous fichiez de ce qui pouvait arriver à Clara après vos menaces. Vous vous fichiez qu'elle soit peut-être enceinte. Vous vouliez juste qu'elle disparaisse, et tant pis pour les conséquences. Catherine s'effondra dans son fauteuil, sa façade habituelle complètement brisée. « Tu as une fille ?» murmura-t-elle. « Oui, j'ai une fille et j'ai le test ADN qui le prouve. 99,9% de correspondance. Elle est à moi, incontestablement, légalement, biologiquement. » « Je ne savais pas, » répéta Catherine, mais sa voix était faible, incertaine. « Ça ne rend pas les choses meilleures, » répondit Marcus. « Ça les rend pires. Vous étiez tellement obnubilé par vos plans, votre vision de ce que ma vie devait être, que vous n'avez même pas pensé aux conséquences. Vous avez menacé une femme enceinte innocente et vous l'avez chassée. Vous m'avez privé de mon propre enfant. » Catherine leva les yeux vers lui et, pour la première fois de sa vie, Marcus vit quelque chose qui ressemblait à de la peur dans le regard de sa mère. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Marcus alla à la fenêtre et regarda le jardin parfaitement entretenu. Quand il parla, sa voix était calme mais ferme. « Clara et Mary sont ma famille désormais. Elles vont vivre avec moi. Je vais m'occuper d'elles, les protéger, leur offrir la vie qu'elles auraient toujours dû avoir. Et vous, mère, vous allez les laisser tranquilles. »« Marcus !» « Je n'ai pas fini, » dit-il en se retournant vers elle. « Si jamais, je dis bien jamais, vous menacez encore Clara ou Mary, si vous essayez de leur faire du mal, de les chasser ou de les manipuler d'une quelque sorte, je vous rayerai complètement de ma vie. Plus de visites, plus d'appels, plus d'événements familiaux. Vous ne me reverrez plus jamais, ni moi, ni votre petite fille. Est-ce clair ?» Le visage de Catherine était devenu livide. « Tu ne peux pas parler sérieusement, Marcus. » « Je suis on ne peut plus sérieux. Clara est la femme que j'aime, et Mary est ma fille. Elles passent avant tout, toujours. Soit vous l'acceptez et vous faites partie de nos vies, soit vous vous y opposez et vous me perdez pour toujours. À vous de choisir. » Catherine resta figée, à regarder son fils. Elle ne l'avait jamais vu ainsi, aussi fort, aussi sûr de lui, aussi hors de son contrôle. « Je veux la rencontrer, » finit-elle par dire doucement. « Clara ou Mary ? Les deux. Je veux rencontrer ma petite fille. » Marcus observa sa mère avec attention. Était-ce sincère ou une nouvelle manipulation ? « Pourquoi ?» demanda-t-il, méfiant. Catherine resta silencieuse un long moment. Quand elle parla enfin, sa voix était plus douce que Marcus ne l'avait jamais entendue. « Parce que j'ai commis une terrible erreur, parce que j'ai laissé mon orgueil et mes plans détruire quelque chose de précieux, et parce que... » Elle s'arrêta, les mains légèrement tremblantes. Parce que je voudrais essayer de réparer, si c'est encore possible. Marcus ne faisait pas confiance à ce revirement soudain, mais il vit quelque chose dans les yeux de sa mère qui le fit hésiter. Du regret, peut-être, de la honte, ou simplement la prise de conscience qu'elle était enfin allée trop loin et qu'elle risquait de tout perdre. « Vous les rencontrerez, » dit-il lentement, « mais pas tout de suite. D'abord, Clara doit guérir. Elle a été très malade, parce qu'elle n'avait pas les moyens de se soigner correctement, parce qu'elle élevait notre fille toute seule. Quand elle sera assez forte, quand elle sera prête, alors vous pourrez les rencontrer. Mais mère, » il s'approcha, la voix dure, « si vous dites un seul mot qui blesse l'une ou l'autre, si vous montrez ne serait-ce qu'un soupçon de la cruauté dont vous avez fait preuve il y a 10 ans, vous ne nous reverrez plus jamais. Je suis sérieux. » Catherine hocha lentement la tête. « Je comprends. Vraiment ?» la défia Marcus. « Comprenez-vous vraiment ce que vous avez fait ? Vous n'avez pas seulement séparé deux personnes qui s'aimaient, vous avez forcé une femme à élever un enfant seul dans la misère, vous avez privé un père de sa fille, vous avez causé des années de souffrance parce que vous pensiez tout savoir mieux que tout le monde. » Des larmes apparurent dans les yeux de Catherine, chose que Marcus n'avait jamais vue. Sa mère ne pleurait jamais. « Je croyais te protéger, » murmura-t-elle. « Non, » répondit Marcus froidement, « vous croyez me contrôler. Il y a une différence. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte et se retourna une dernière fois. «
Je vais épouser Clara, dit-il. Dès qu'elle ira mieux, je lui demanderai d'être ma femme. Et cette fois, mère, rien de ce que vous direz ou ferez ne m'en empêchera. Elle et Mary sont ma famille désormais. C'est elle qui compte. Souvenez-vous-en. » Il sortit, laissant sa mère seule dans le petit salon, pour une fois dans sa vie totalement muette et impuissante. Marcus reprit la route de l'hôpital, les mains crispées sur le volant. La confrontation l'avait laissé tremblant, pas de peur, mais de soulagement. Pour la première fois de sa vie, il avait tenu tête à sa mère sans concession. Il avait choisi son bonheur plutôt que son contrôle. Quand il entra dans la chambre de Clara, elle et Marie levèrent les yeux, inquiètes. « Comment ça s'est passé ?» demanda Clara, nerveuse. Marcus s'assit au bord du lit et prit sa main. Elle a tout avoué. Les menaces, le fait de t'avoir chassé, tout. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Elle a avoué ? » ?»« Oui, et je lui ai dit que si elle essayait encore de vous faire du mal à toi ou à Marie, elle me perdrait pour toujours. » Il regarda les deux femmes de sa vie. « Vous êtes ma famille maintenant. Vous passez avant tout, toujours. » Marie courut l'enlacer très fort. Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. « Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle est en colère ?» « Je crois qu'elle a peur, » répondit honnêtement Marcus. « Elle se rend compte qu'elle est allée trop loin et qu'elle risque de tout perdre. Elle a demandé à vous rencontrer toutes les deux. » Clara pâlit. « Je ne sais pas si je pourrais la regarder en face, Marcus. J'ai encore peur d'elle. »« Tu ne la verras que quand tu seras prête, » répondit-il fermement. « Et quand tu le seras, je serai juste à côté de toi. Elle ne peut plus te faire de mal, Clara. Je ne la laisserai pas. » Les jours suivants, Clara continua de se rétablir. L'infection disparaissait, ses forces revenaient, les couleurs revenaient à son visage. Le docteur Peterson était ravi des progrès. « Encore quelques jours et vous pourrez rentrer à la maison, » dit-elle avec un sourire. « À la maison ?» répéta doucement Clara en regardant Marcus. « Je n'ai plus vraiment de maison. Cet appartement... »« Vous venez chez moi, » répondit aussitôt Marcus. « Toutes les deux, dans ma maison, notre maison. » Il se tourna vers Marie. « Ça te plairait de vivre dans la grande maison avec le jardin ?» Le visage de Marie s'illumina. « Vraiment ? On peut habiter là-bas ?»« Bien sûr, » répondit Marcus. « Elle est restée trop vide trop longtemps. Elle a besoin d'une famille pour la remplir de vie et de rire. » Clara se mit à pleurer à nouveau, des larmes de bonheur cette fois. « Marcus, tu es sûr ? Tout va si vite !»« On a déjà perdu 10 ans, » répondit-il doucement. « Je ne veux plus perdre une seule journée. » Le dernier jour de Clara à l'hôpital, Marcus leur apporta à toutes les deux de nouveaux vêtements, de beaux vêtements confortables qui leur allaient parfaitement et qui sentaient le neuf parce qu'ils l'étaient. Mary tournoya dans sa nouvelle robe, riant de joie. Clara passa les mains sur le tissu doux de son nouvel ensemble, n'arrivant pas à croire qu'il était vraiment à elle. Quand elles quittèrent l'hôpital, la voiture de Marcus les attendait. Mais au lieu de les emmener directement chez lui, il prit une autre direction. « On va où ?» demanda Mary depuis la banquette arrière. « Tu verras, » répondit Marcus avec un sourire mystérieux. Il s'arrêta devant un joli restaurant, de ceux avec nappe blanche et couverts en argent. Clara parut nerveuse. « Marcus, je ne crois pas être assez bien habillé pour un endroit pareil. »« Tu es magnifique, » répondit-il. « Et puis, je connais le patron. Viens. » À l'intérieur, on les installa à une table calme près de la fenêtre. Mary n'avait jamais mis les pieds dans un restaurant comme celui-ci. Elle regardait tout, les yeux écarquillés, les verres en cristal, les serviettes en tissu, le menu avec des plats dont elle ne savait même pas prononcer le nom. « Commande ce que tu veux, » lui dit Marcus. Ce fut un repas merveilleux. Mary goûta des choses qu'elle n'avait jamais mangées. Clara rit plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Et Marcus les regardait toutes les deux, le cœur si plein qu'il semblait prêt à exploser. Après le dessert, Marcus prit la main de Clara par-dessus la table. « Clara, » dit-il doucement, « il y a 10 ans, j'allais te poser une question. J'avais même acheté la bague. J'attendais juste le bon moment. » Clara retint son souffle. « Marcus, mais tu as disparu, et j'ai cru que j'avais perdu ma chance pour toujours. » Il sortit une petite boîte de sa poche. « J'ai gardé la bague toutes ces années. Je n'ai jamais pu me résoudre à la jeter. Au fond de moi, j'ai toujours espéré. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur brillait une magnifique bague en diamant, simple mais élégante. Mary poussa un petit cri. Clara porta la main à sa bouche.
Clara, reprit Marcus, la voix chargée d'émotion, je sais qu'on a traversé tellement d'épreuves. Je sais qu'il y a beaucoup à reconstruire, mais je t'ai aimé pendant 10 ans, et je t'aimerai encore 10 000 ans. Veux-tu m'épouser? Les larmes coulaient sur les joues de Clara. Oui, murmura-t-elle, oui Marcus, oui. Marcus glissa la bague à son doigt. Elle allait parfaitement, comme si elle avait toujours été destinée à y être. Puis il se leva, attira Clara contre lui et l'embrassa, pendant que Mary applaudissait, riait et pleurait en même temps. Les autres clients du restaurant remarquèrent la scène et se mirent à applaudir eux aussi. Ce fut un moment de joie pure, d'amour pur, de tout ce qui est juste au monde. Ce soir-là, ils rentrèrent enfin au manoir de Marcus. Quand Marie franchit la grille cette fois, tout était différent. La première fois, elle n'était qu'une petite fille pauvre qui vendait des oranges, apeurée et incertaine. Maintenant, elle rentrait chez elle. Clara se tint dans le hall d'entrée, regardant autour d'elle avec émerveillement et un peu de crainte. « C'est vraiment ici qu'on va vivre? Notre maison !»« Notre maison », confirma Marcus. Il se tourna vers Marie. « Tu veux choisir ta chambre? Il y a 8 chambres, tu peux prendre celle que tu veux. » Les yeux de Marie devinrent immenses. « Ma propre chambre? Vraiment? »« Vraiment, » répondit Marcus en riant. « Viens, je te montre. » Ils visitèrent la maison ensemble. Marie regarda chaque chambre. Finalement, elle choisit celle du 2e étage avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin. Les murs étaient jaune pâle et il y avait plein de place pour jouer. « Celle-ci, dit-elle avec certitude, elle est parfaite. »« Alors elle est à toi, » répondit Marcus. « Demain, on ira faire les magasins pour les meubles et la déco. Tu choisiras tout, le lit, le bureau, les jouets, les livres, ce que tu veux. » Marie le serra très fort dans ses bras. « Merci, papa. » C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi sans hésiter, et ce mot fit voler le cœur de Marcus très haut. Ce soir-là, ils commandèrent des pizzas et les mangèrent assis par terre dans le salon, en riant et en parlant. Marcus raconta à Marie des histoires de quand il était petit. Clara partagea des souvenirs de quand Marie était bébé. Ils commençaient à tisser leurs histoires séparées en une seule histoire commune. Plus tard, quand Marie se fut endormie dans sa nouvelle chambre sur un matelas temporaire installé par Marcus, Marcus et Clara s'assirent ensemble dans le jardin sous les étoiles. « J'ai encore du mal à croire que c'est réel, » dit doucement Clara, en posant la tête sur l'épaule de Marcus. « On dirait un rêve. »« Si c'est un rêve, je ne veux jamais me réveiller, » répondit-il. Il se tourna vers elle au clair de lune. « Clara, il faut que je te demande quelque chose. Est-ce que tu me pardonnes ?»« De quoi ?» demanda Clara, surprise. « De ne pas t'avoir retrouvé plus tôt, de ne pas avoir vu clair dans les manipulations de ma mère, de ne pas avoir été là quand Marie est née, quand tu galérais, quand tu avais le plus besoin de moi. » Clara prit son visage entre ses mains. « Marcus, rien de tout ça n'était ta faute, tu ne savais pas. Si quelqu'un doit être pardonné, c'est moi. J'aurais dû trouver un moyen de te dire la vérité. J'aurais dû être plus courageuse. » « On a tous les deux été victimes de la cruauté de ma mère, » dit Marcus. « Mais c'est fini maintenant. Désormais, on décide nous-mêmes. On construit notre propre vie. »« Ensemble, » dit Clara. « Ensemble, » confirma Marcus. Ils restèrent un moment dans un silence confortable, juste heureux d'être enfin l'un contre l'autre après tant d'années séparées. « Tu penses qu'on devrait se marier quand ?» demanda Clara. « Demain, » proposa Marcus, la faisant rire. « J'ai besoin d'un peu plus de temps que ça, » répondit-elle. « Mais bientôt, je ne veux plus attendre trop longtemps, on a déjà assez attendu. »« Le mois prochain alors, » dit Marcus. « Une petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. Rien de clinquant, juste nous qui nous promettons de nous aimer pour toujours. »« C'est parfait, » murmura Clara. « Il y a encore une chose dont il faut parler, » reprit Marcus, plus sérieux. « Ma mère, elle veut toujours vous rencontrer, toi et Marie. » Clara se raidit. « Je sais, et je sais qu'un jour je devrais lui faire face, mais Marcus, j'ai encore peur d'elle. »« Je comprends, et tu ne la verras que quand tu seras prête. Mais Clara, je pense que Marie a le droit de connaître sa grand-mère. Pas parce que Catherine le mérite, mais parce que Mary mérite de connaître toute sa famille, même les parties compliquées. » Clara réfléchit. « Tu as raison, finit-elle par dire, mais je veux être là quand elles se rencontreront. Et au moindre signe de méchanceté ou de manipulation, on part immédiatement. »« Promis, répondit Marcus, je ne la laisserai faire de mal à aucune de vous deux. »
2 semaines plus tard, Clara se sentit prête. Marcus organisa la venue de sa mère au manoir, pas l'inverse. C'était leur territoire, leur maison, et Catherine serait l'invitée. Le matin de la rencontre, Marie était nerveuse. Elle portait une de ses nouvelles robes et ne cessait de tripoter l'ourlet. « Et si elle ne m'aime pas ?» demanda-t-elle. « Alors c'est elle qui perd », répondit Clara avec fermeté. « Marie, tu es merveilleuse telle que tu es. Si ta grand-mère ne le voit pas, c'est son problème, pas le tien. » « Ta maman a raison », ajouta Marcus. « Et souviens-toi, on peut arrêter cette visite à tout moment. Si tu te sens mal à l'aise ou que tu as peur, tu le dis et elle part. » Quand la sonnette retentit, ils se raidirent tous. Marcus alla ouvrir, laissant Clara et Marie dans le salon. Catherine Adams entra. Pour la première fois, Clara revoyait la femme qui avait détruit sa vie 10 ans plus tôt. Catherine était grande et élégante, vêtue d'un tailleur hors de prix, les cheveux impeccables, les bijoux discrets mais visiblement coûteux. Elle incarnait la richesse et le pouvoir. Mais quand son regard se posa sur Marie, quelque chose changea sur son visage. Elle s'arrêta net et resta à la fixer. Marie la regardait aussi, essayant d'être courageuse malgré son cœur qui battait la chamade. « Elle a tes yeux, Marcus, » dit doucement Catherine, « et le sourire de ton père. » Personne ne s'attendait à ce qu'elle dise ça. Catherine fit un pas vers Marie, puis se reprit et s'arrêta. « Bonjour Marie, dit-elle, et sa voix était plus douce que Marcus ne l'avait jamais entendue. « Je suis ta grand-mère. »« Bonjour, répondit Marie tout bas. Catherine se tourna vers Clara. Les deux femmes se retrouvèrent face à face pour la première fois depuis 10 ans. Clara se rapprocha instinctivement de Marcus, qui passa un bras protecteur autour d'elle. « Clara, » dit Catherine. Sa voix était formelle, maîtrisée, mais on sentait quelque chose dessous. De la honte peut-être, du regret. « Je vous dois des excuses. » Le silence tomba dans la pièce. « Ce que je vous ai fait, il y a 10 ans, était mal, » poursuivit Catherine, chaque mot semblant lui coûter. « Je vous ai menacé, je vous ai terrorisé, et je vous ai chassé de l'homme que vous aimiez. Je l'ai fait parce que je croyais protéger mon fils. Mais j'avais tort. J'ai fait du mal à vous trois, à vous, à Marcus, à Marie. Et pour ça, je suis sincèrement désolé. » Clara ne savait pas quoi répondre. Elle avait imaginé ce moment des centaines de fois, mais toujours avec Catherine cruelle ou méprisante, jamais en train de s'excuser. « Je n'attends pas que vous me pardonniez, » continua Catherine. « Je ne suis pas sûre de le mériter. Mais je voudrais vous demander si, avec le temps, vous accepteriez peut-être que je fasse partie de la vie de Marie, que j'essaie d'être la grand-mère qu'elle mérite. » Marcus observait sa mère, partagée entre surprise et méfiance. Était-ce sincère ou une nouvelle manipulation? Clara regarda Marie, qui observait sa grand-mère avec curiosité. Puis elle regarda Marcus, qui lui fit un petit signe de tête. La décision lui appartenait. « Je ne peux pas oublier ce que vous avez fait, » dit enfin Clara, la voix ferme, « et je ne suis pas encore prête à vous pardonner. » Elle s'arrêta, pensa à Marie, à la famille, aux secondes chances. « Mais je crois que les gens peuvent changer. Donc, si vous êtes vraiment sincère, si vous voulez vraiment faire partie de la vie de Marie, alors on peut essayer, lentement, avec des limites. » Les yeux de Catherine s'embuèrent de larmes, de vraies larmes. « Merci, » murmura-t-elle, « c'est plus que je ne mérite. » Elle se tourna de nouveau vers Marie. « Marie, est-ce que ça te dérangerait si je m'asseyais pour parler un peu avec toi? J'aimerais faire ta connaissance. » Marie regarda ses parents, ses 2 parents désormais. Clara hocha la tête avec encouragement. Marcus sourit. « D'accord, » dit Marie. Catherine s'assit avec précaution sur le canapé et Marie prit place dans un fauteuil en face. Marcus et Clara restèrent tout près, prêts à intervenir si besoin. « Parle-moi de toi, » dit Catherine à Marie. « Qu'est-ce que tu aimes faire? Quelle est ta matière préférée à l'école ?» Et petit à petit, avec prudence, Marie se mit à parler. Elle raconta ses amis, son goût pour le dessin, ses livres préférés. Catherine écoutait vraiment, posait des questions, semblait sincèrement intéressée. Au fil de la conversation, Clara sentit une partie de sa peur s'apaiser. Peut-être que Catherine essayait vraiment de changer. Peut-être que les gens peuvent apprendre de leurs erreurs. La visite dura environ 1 heure. Quand il fut temps de partir, Catherine se leva et regarda les trois. « Merci de m'avoir donné cette chance, » dit-elle. « Je sais que j'ai beaucoup à faire pour regagner votre confiance, mais je veux essayer. » Après son départ, Marcus souffla longuement. « Eh bien, ça, je ne m'y attendais pas. »« Tu crois qu'elle était sincère ?» demanda Clara.
Je crois qu'elle a peur de me perdre complètement, répondit honnêtement Marcus. Mais peut-être que cette peur la rendra meilleure. Le temps le dira. Mary vint enlacer ses deux parents. « Je crois qu'elle est triste, dit-elle avec la clairvoyance d'une enfant. Je crois qu'elle a été seule très longtemps, comme nous avant. » Marcus baissa les yeux sur sa fille, pleine de sagesse, et sourit. « Tu as peut-être raison. » Les semaines passèrent et la vie au manoir devint naturelle. Mary commença dans une nouvelle école, une bonne école, avec des professeurs gentils et des enfants sympathiques. Elle se fit vite des amis et adorait avoir sa propre chambre remplie de livres, de jouets et de matériel de dessin. La santé de Clara continuait de s'améliorer. Avec de la bonne nourriture, du repos et plus de stress, elle redevenait chaque jour plus forte. Elle ressemblait de nouveau à la jeune femme de la photo, heureuse, pleine de vie. Marcus n'avait jamais été aussi heureux. Il se réveillait chaque matin au son des rires de sa fille. Il rentrait du travail accueilli par le sourire de Clara. Le manoir, autrefois froid et vide, était désormais chaleureux et vivant. Catherine tint parole. Elle venait une fois par semaine, toujours respectueuse, toujours attentive à ne pas dépasser les limites. Elle apportait de jolis cadeaux, mais n'essayait jamais d'acheter l'affection. Elle était polie avec Clara et semblait vraiment vouloir réparer ses erreurs. Lentement, très lentement, les blessures commencèrent à guérir. Un soir, exactement 1 mois après la demande en mariage de Marcus, ils organisèrent une petite cérémonie dans le jardin du manoir. Mary était demoiselle d'honneur, vêtue d'une magnifique robe blanche et portant un panier de pétales de rose. Quelques amis proches étaient là, et même Catherine, assise discrètement au fond, pleurant doucement pendant toute la cérémonie. Quand Marcus et Clara échangèrent leurs vœux, promettant de s'aimer quoi qu'il arrive, il n'y avait pas un œil sec dans le jardin. « Je t'ai aimé pendant 10 ans, dit Marcus en tenant les mains de Clara, et je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. »« Tu es ma maison, répondit Clara. Toi et Mary, vous l'avez toujours été. » Ils s'embrassèrent, Mary applaudit, tout le monde applaudit. Ce fut un petit mariage, mais il était parfait. Cette nuit-là, après le départ des invités et quand Mary fut endormie à l'étage, Marcus et Clara se retrouvèrent dans le jardin où ils venaient de se marier. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit le premier jour où on s'est rencontrés ?» demanda Clara. Marcus réfléchit. « Je crois que je t'ai dit que tu avais le plus beau sourire que j'ai jamais vu. » « Tu m'as dit que la vie était pleine de surprises, le corrigea Clara en riant. Et tu avais raison. Jamais je n'aurais imaginé tout ça quand j'étais une jeune fille terrifiée qui fuyait il y a 10 ans. Et moi, jamais je n'aurais imaginé qu'une petite fille qui vendait des oranges entrerait dans ma vie et me rendrait tout ce que je croyais avoir perdu pour toujours, répondit Marcus. Ils restèrent là, sous la lune, enlacés, repensant au long chemin qui les avait menés jusqu'à cet instant. La douleur, la séparation, les années perdues, tout cela les avait conduits ici. « Tu crois qu'on sera heureux ?» demanda doucement Clara. « On l'est déjà, répondit Marcus. On s'a l'un l'autre, on a Mary, on a une seconde chance que la plupart des gens n'ont jamais. Oui, Clara, on va être très heureux. » Et ils le furent. Mary grandit dans le manoir entourée d'amour et de rire. Elle n'oublia jamais les moments difficiles, le petit appartement, les jours à vendre des oranges, le sentiment de ne pas avoir de père. Mais ces souvenirs la rendirent douce et compatissante. Elle n'a jamais pris ses bonheurs pour acquis. L'amour de Marcus et Clara ne fit que grandir avec le temps. Ils avaient traversé la pire des tempêtes et en étaient sortis ensemble. Plus rien ne pouvait les ébranler. Même Catherine changea. Elle ne devint jamais chaleureuse ou démonstrative, mais elle apprit à être plus douce, plus gentille. Elle comprit que contrôler n'était pas aimer et que parfois, lâcher prise était le plus beau cadeau qu'on pouvait offrir. Des années plus tard, quand Mary fut grande, elle racontait parfois à ses propres enfants l'histoire de ses parents. « Votre grand-mère vendait des oranges, disait-elle, et elle a frappé à la porte d'un inconnu. Mais cet inconnu n'en était pas vraiment un, c'était son père, l'homme qui cherchait sa mère depuis 10 ans. Et quand elle a posé une simple question, « Pourquoi y a-t-il une photo de ma maman dans votre manoir ?», tout a changé. « On dirait un conte de fées, » disaient ses enfants. « On dirait, oui, » répondait Mary, « mais c'est mieux qu'un conte de fées, parce que c'est vrai. Et ça nous apprend que l'amour ne renonce jamais. Peu importe le temps qui passe, peu importe les obstacles, le véritable amour finit toujours par retrouver le chemin de la maison. » Et dans le manoir qui avait été autrefois froid et vide, la famille vécut heureuse. Pas comme dans les contes où tout est parfait, mais comme dans la vraie vie.
avec encore des défis et des jours difficiles, mais toujours de l'amour pour les traverser. La photo de la jeune Clara, celle qui avait tout déclenché, trônait toujours sur la petite table près de l'escalier. Mais à côté, il y en avait une nouvelle. Marcus, Clara et Mary ensemble, souriant, enfin une famille complète. Et chaque fois qu'il regardait ces photos, il se rappelait la vérité qui les avait tous sauvés. Quand l'amour est vrai, il ne finit jamais vraiment. Il attend, il espère, il résiste. Et quand le moment est venu, il retrouve le chemin de la maison. J'espère que vous avez aimé regarder cette histoire autant que j'ai aimé la créer. Likez, partagez et dites-moi dans les commentaires quelles leçons vous en avez tirées. Et dites-moi aussi d'où vous nous regardez, Afrique et Asie. Perske et Druavada, parce que Sari, son père Morphée, et tous les deux les entrevoient aussi. Comme un amour qui fonctionne. Et quand l'espérance revient et que l'amour ne renonce jamais, peu importe le temps qui passe, peu importe les obstacles, le véritable amour finit toujours par retrouver le chemin de la maison.